Rédiger en mode zen, c'est le podcast qui te délivre un maximum de valeur en un minimum de temps pour un mémoire ou une thèse sans stress. Ça y est, le mois d'octobre se termine dans quelques jours et théoriquement, tu as déjà dû commencer à bien avancer sur ton mémoire ou en tout cas, tu es normalement en train de te poser tout un tas de questions par rapport au sujet que tu as choisi, à l'angle d'attaque que tu veux aborder, à la formulation de ta problématique, etc. Et donc, c'est là que les rapports et les échanges avec ton encadrant entrent en jeu. Donc avec Nina, quand on mentor des étudiants, on s'est rendu compte que les rapports avec l'encadrant jouent un rôle important sur ton bien-être et ta santé mentale, que tu sois en master ou en doctorat. Et donc, si tu ne sais pas quand lui écrire, comment le solliciter, parce que tu as peur de le gêner, comment rester motivé quand ses retours ne sont pas positifs, alors cet épisode est fait pour toi. Nina, je te propose de commencer en abordant la manière dont toi, tu as géré les relations avec ta directrice durant ton master et ta thèse. Alors, comment ça s'est passé ? Ça a été compliqué. Pour faire court, ma directrice de master 1 et 2, puisque c'était la même, a été, totalement absente. En fait, je ne l'ai vue que 3 fois en première année, en comptant la soutenance. Et après ça, jamais plus en fait. Pourtant, nous avions de bonnes relations, mais je pense que ses problématiques personnelles l'ont écartée de sa vie professionnelle et par conséquent de mon suivi. J'ai donc fait au mieux, j'ai fait comme j'ai pu et je me suis entourée d'autres professeurs qui ont pu m'aider. Ensuite, j'ai rencontré ma directrice pour l'inscription en doctorat. Je l'admirais énormément et nous nous entendions bien. Mais en deuxième année, elle a changé de ville, elle était donc à plus de 700 km. Nous avons échangé par email et nous nous sommes vus lors de ses visites sur mon campus. Mais le plus difficile pour moi n'était pas vraiment la distance, mais plutôt mon incapacité à lui demander de l'aide. Et oui, on peut avoir le directeur de recherche le plus bienveillant du monde, si on ne communique pas ses besoins, on ne pourra jamais être aidé. Et toi, Gaëlle ? Alors moi, je dirais que c'était très simple. Avec ma directrice en master, on a échangé 1 à 2 mails par an. Mais ça ne m'a pas vraiment dérangée parce qu'on se croisait régulièrement en séminaire. Et donc, elle me demandait comment j'avançais. Et même si j'étais assez évasive parce que j'ai un peu tout fait au dernier moment, donc pas les recherches, mais vraiment la partie rédaction, je me sentais accompagnée. Parce qu'on avait quand même les cours de méthode du mémoire à côté. Et donc, dès que j'avais des interrogations, j'osais poser mes questions un peu stupides aux profs. Parce que justement, ce n'était pas mes encadrants, enfin mon encadrante. Et donc, en thèse, j'ai été suivie par la même directrice et nos échanges ont été similaires. 2 mails maximum par an. Sauf les dernières années, et les mails, c'était en mode « Gaëlle, faut penser à soutenir ». Du coup, je faisais l'autruche. Par contre, Nina, il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ton incapacité à demander son aide à ton encadrante. Est-ce que tu as pu identifier, toi, après coup, ou sur le coup, ce qui t'a bloqué et pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à lui demander de l'aide ? Alors, je crois que mon premier frein était tout simplement la honte. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, tu vois. Je me souviens qu'en lisant tous ces articles scientifiques, je ressentais la peur de ne jamais réussir à écrire aussi bien que ces auteurs. Ça paraît stupide avec le recul, mais sur le moment, j'étais terrorisée par la critique, parce que je ne me sentais pas légitime. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur dont tout le monde parle. Crois-moi Gaëlle, quand on le vit, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que tu sais de quoi je parle, parce que c'est un vaste sujet qui pourrait faire l'objet de tout un épisode de podcast. En tout cas, c'est en communiquant avec ma directrice sur mes peurs, mes doutes, que les choses ont pu évoluer. C'est marrant parce que en t'écoutant, je prends conscience que c'était pareil de mon côté. J'avais toujours peur d'écrire à ma directrice, peur de la déranger, peur qu'elle se dise que j'avançais pas ou pas suffisamment vite. Je ne me sentais pas du tout légitime. De ton côté, tu ressentais quoi ? La même chose, cette peur de ne pas avancer assez vite ni assez bien, ou pire, que j'étais à côté de la plaque. Bon, ça ne m'a pas empêché d'aller au bout, mais j'aurais aimé recevoir des conseils et du soutien à l'époque. Bon, voilà, maintenant qu'on t'a partagé nos expériences respectives avec Nina, on voudrait te donner les conseils qu'on aurait aimé avoir quand on était à ta place. Parce que oui, tu as le droit d'envisager sereinement ta collaboration avec ton encadrant ou ton encadrante. Fais-nous confiance si tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Déjà, il faut que tu déculpabilises. Tu as le droit d'écrire à ton directeur si tu as des questions. Mais ne fais pas ça tout le temps. Le mieux est d'attendre d'avoir plusieurs questions avant de le solliciter. Ce sera beaucoup moins anxiogène pour lui comme pour toi. Selon toi, Nina, au bout de combien de temps est-ce qu'on peut se permettre de relancer son encadrant ? Je pense qu'on peut le relancer plus ou moins rapidement en fonction de la deadline qui arrive. Par exemple, si le délai est de plusieurs semaines, on peut se permettre de patienter et de relancer le directeur après 1 semaine, voire 1 semaine et demie, pour ne pas trop perdre de temps non plus. Par contre, pour les questions très très urgentes,
Je pense personnellement qu'on peut relancer 72 heures après et même demander un contact par visio ou par téléphone pour clarifier les problématiques que l'on rencontre et que les choses puissent aller très vite. Parce que il y a des moments où on peut se permettre d'attendre et d'autres où il en va de la suite de notre travail et de notre carrière parfois. Donc il ne faut pas non plus marcher sur des œufs tout le temps. Il faut aussi savoir frapper à la porte et savoir insister quand c'est nécessaire. Dans tous les cas, toi qui m'écoutes, tu dois prendre ton mal en patience et relativiser sans craquer sous la pression. Ça s'apprend, c'est comme relancer sans harceler, c'est tout un art et tu apprendras avec le temps. Et sache qu'il y a aussi certains codes à respecter quand tu souhaites dialoguer avec ton directeur, comme par exemple quelque chose tout simple, le fait de faire attention aux horaires d'envoi des emails. On n'y pense pas, mais envoyer un email professionnel à 3h du matin, ça n'est pas professionnel. Donc on fait attention à ça. Concernant les autres codes, est-ce que tu en vois d'autres, Gaëlle ? Oui, tout à fait. Déjà, le fait d'être poli et commencer son mail par monsieur ou madame, idéalement en rajoutant le nom de famille derrière, demander si ça va bien en mode « bon, j'espère que vous allez bien » et ensuite, tu attaques dans le vif du sujet. Il faut aussi penser à inclure une formule de politesse à la fin en mode je vous remercie par avance pour votre réponse, j'espère qu'on pourra échanger plus longuement, et ainsi de suite. C'est la base, mais en fait, je le dis parce que tous les étudiants ne mettent pas en pratique ces éléments, et donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit rappel, parce que c'est super important la manière dont vous allez formuler votre mail pour avoir une réponse positive. Oui, puis il faut aussi savoir que c'est pas toujours simple d'avoir une réponse rapide de son encadrant, et parfois, quand on la reçoit, en fait, on s'en serait bien passé. Parce qu'on va pas se mentir, certains encadrants manquent parfois cruellement de tact dans leurs propos et peuvent nous heurter. Ils s'en rendent pas forcément compte parce que c'est l'habitude, l'ancienneté, l'inhumanité, je plaisante. Mais bon, il faut se concentrer sur les éléments positifs parce que quand ils existent dans leur retour d'email, ils tiennent souvent en une ligne et juste après, on a 15 lignes de critiques qui répertorient tout ce qui ne va pas. Et ça peut être décourageant. Mais il faut voir ça comme quelque chose de constructif. Pas vrai, Gaëlle ? C'est clair, mais tu dois aussi te dire que c'est normal, même si ce n'est pas agréable. Les encadrants ont souvent tendance à soulever beaucoup de points, ce qui a tendance à décourager, mais il faut apprendre à accepter la critique de manière positive. En plus, quand on manque de confiance en soi, on a très souvent tendance à percevoir les remarques de manière négative, alors que c'est pas toujours le cas. Ne te dis pas que tu es nul et que tu ne vas pas y arriver, dis-toi plutôt qu'il y a des choses qui peuvent être encore améliorées. De ton côté, Nina, est-ce que toi tu t'es retrouvée confrontée à ce type de retour, ou est-ce que tes directrices étaient plutôt bienveillantes dans leurs propos ? Et finalement, comment est-ce que tu as fait pour gérer ces retours et rester motivée ? De mon côté, je dois avouer que même si mes directrices étaient peu présentes, elles étaient très bienveillantes. Et ça m'a sauvé la vie. Parce que même avec leur bienveillance, j'avais énormément de mal à gérer les critiques. Parce que je me sentais illégitime, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc leur bienveillance m'a aidée. Et elles savaient aussi m'expliquer ce qui n'allait pas en le tournant de manière constructive. Comment est-ce que j'ai fait pour gérer ce type de retour et rester motivée ? J'avoue que ça a été compliqué. Il y a des moments où j'ai eu du mal à envoyer les emails parce que je savais que les retours allaient être salés. Mais c'est parce qu'en fait, je ne maîtrisais pas certains thèmes et je savais que je devais travailler dessus, mais je n'avais pas le temps de travailler dessus. Donc par exemple, une fois, ma directrice m'a un peu tiré les oreilles parce que j'utilisais un terme technique qui n'était pas approprié, mais je ne le savais pas parce que je n'avais pas travaillé sur ce sujet-là en master. Ce qui fait qu'en fait, j'avais un train de retard au niveau théorique. Et j'ai dû travailler 2 fois plus pour rattraper ce retard, et les choses se sont améliorées. Donc pour gérer ce type de retour, quand on le prend de manière négative, ou qu'il est vraiment négatif, parce que ça arrive, le tout est de prendre un temps pour réfléchir, se poser, noter, dialoguer avec son directeur si les choses ne sont vraiment pas passées, et essayer de se demander comment on peut utiliser ces critiques-là pour améliorer son travail. Et il ne faut pas oublier aussi que le jour de la soutenance, on va aussi recevoir des remarques. Donc si on n'apprend pas à gérer ces remarques pendant la rédaction, on risque d'être très déstabilisé le jour de la soutenance. Donc il ne faut pas voir ça comme un combat, mais il faut voir ça comme une chance de s'améliorer, d'améliorer sa manière de penser, de travailler son éloquence. Et ça, c'est ok en fait. C'est aussi à ça que servent les études, c'est à nous construire, à construire notre manière de réfléchir et de nous exprimer autour d'un sujet. Alors certes, on ne pourra jamais tout maîtriser,
Mais si on arrive déjà à maîtriser ses émotions quand on discute avec son directeur autour de notre travail, ça nous aidera pour la suite, ça c'est une certitude, que ce soit pour la soutenance, pour la suite de nos études ou pour le monde professionnel. Donc il faut vraiment prendre les échanges avec son directeur comme un exercice qui se doit d'être un exercice de qualité pour avancer dans la recherche et avancer dans la vie, en comprenant que les gens ne seront pas toujours d'accord avec nous, mais que ça ne veut pas dire qu'on doit se taire, que ça ne veut pas dire qu'on est forcément tort. On doit apprendre à défendre notre opinion en gardant l'esprit ouvert. Donc voilà un peu comment j'ai pris ces échanges avec mes directrices au fil des années, comme quelque chose qui ne pouvait être que bénéfique tant qu'il y avait de la bienveillance. Dernière chose, il ne faut pas oublier que ton directeur ou ta directrice n'est pas ton ennemi. Il ou elle a accepté de travailler avec toi parce qu'il ou elle croit en ton sujet, a confiance en toi. Donc il faut aussi que tu lui montres que tu as envie d'avancer, que ses conseils sont avisés, que tu les écoutes parce qu'ils sont pertinents et que tu es surtout motivé. La motivation peut débloquer bien des situations. Pour montrer à ton encadrant que tu es motivé, il faut que tu sois le plus précis possible et que tu lui montres que tu bosses. Plutôt que d'envoyer un mail de 3 lignes en demandant s'il valide ta problématique, prends le temps de lui expliquer pourquoi tu retiens cette problématique et donc d'indiquer l'enjeu qu'elle soulève selon toi, les lectures que tu envisages ou que tu as déjà menées en disant par exemple en m'appuyant sur l'article d'un tel et d'un tel, je pense que blablabla. Et en fait, ça donnera une autre image de toi et ça mettra ton interlocuteur dans de bonnes conditions parce que ton encadrant se dira que tu as travaillé. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Gaëlle. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai un autre conseil à partager concernant la rédaction des emails. J'ai mis ça en pratique avec ma directrice de thèse, puis avec mes étudiants en mentorat, et ça facilite la communication. En gros, il s'agit des listes à puces. Je notais sur un brouillon tous les points à aborder, sous forme de liste, pour ne rien oublier. Puis je reprenais ce brouillon et je construisais mon email autour de ces idées clés. De cette manière, la réponse de ma directrice allait de fait suivre ma structure initiale. Ça nous faisait gagner du temps et de la clarté. Je te conseille d'essayer. Et quand je te parle de liste à puces, je parle de manière littérale. Tu dois laisser dans le corps de ton email les puces ou les numéros pour que la personne, lors de la lecture, réalise qu'il y a des choses à aborder, qu'il y a par exemple 4 points à aborder et sur lesquels elle devra répondre. Je te conseille aussi de mettre les éléments les plus importants en gras. Comme ça, le regard se portera dessus et il y aura moins d'oubli lors des réponses. Tu vois, ce sont de petites astuces que l'on a sûrement toutes testées avec le temps, n'est-ce pas Gaëlle, et qui permettent d'avoir plus de clarté dans sa communication. On t'encourage aussi à trouver des solutions pour avancer si jamais ton encadrant est peu présent. C'est une situation qu'on rencontre régulièrement en tant que mentor et donc tu peux justement essayer de faire appel à un autre prof dans ton entourage, le prof de méthode du mémoire par exemple, pour justement avoir une aide. Tu peux aussi demander de l'aide à un étudiant de ta promo qui se sent plus à l'aise avec la rédaction ou encore demander de l'aide à un étudiant qui a déjà fini son cursus et qui a rendu un mémoire et qui par conséquent pourra te donner des conseils. Sinon, tu pourras aussi bien évidemment faire appel à un mentor pour t'accompagner. Et si ça peut t'intéresser, sache que j'ai 3 conseils à te donner par rapport aux échanges que tu peux avoir avec ton directeur par mail. Parce que oui, il y a des codes à respecter. Et donc tu peux retrouver mes petits conseils dans une vidéo dédiée à cette thématique qui est sur ma chaîne YouTube. Et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage. Tu peux aussi nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup! On te souhaite une belle rédaction, la plus zen possible.